Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, je discute avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur sa carrière et sa vie familiale. Histoire de père, épisode 16, ça commence maintenant. Bon matin, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va super bien, merci. Déjà, j'aimerais prendre le temps de te remercier du temps que tu prends avec moi ce matin. Ça fait plaisir. Je suis quand même debout depuis de bonne heure. Fait que le matin, c'est parfait pour moi. Great. Donc, je vais te lancer dans le vif du sujet tout de suite. Pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais savoir qui est Yvan. OK. Moi, je suis quelqu'un qui... écoute, je me cherche constamment, mais j'essaie de me réinventer souvent. Mais de profession, on va dire que je suis un producteur de contenu numérique avec on va appeler ça une spécialisation dans le foot. Euh, mon passé, mes 10-12 dernières années ont été dans le foot, donc c'est un peu ça qui m'a mené à devenir un peu consultant numérique avec cette spécialisation-là. Mais originalement, je suis quelqu'un qui est né à l'île Maurice, qui a grandi au Canada, qui a joué au hockey, qui a joué au soccer, qui maintenant baigne dans le soccer. Fait que c'est un peu ça ma vie présentement, là. Super. Et donc, qu'est-ce que la paternité a changé pour toi? Boy. Tu sais, je pense que c'est cliché à dire, là, tout, mais en même temps, des choses concrètes, mettons, de ma personnalité qui ont changé. Bon, c'est sûr que le côté, euh, ça me prend un peu plus d'organisation dans ma vie. Fait que c'est sûr que avec le recul, je regarde toutes les journées que je passais avant, la période, mettons, avant enfant, les journées que je passais à flâner puis rien faire. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a moins comme ça. Fait que je pense que l'organisation, c'est une chose. Après ça, ce qui a changé, c'est aussi ma façon, dans la mesure où des fois, je vais être vraiment dans le gros stress, vraiment paniqué sur des petits détails, soit de travail, soit de vie quotidienne. Puis après ça, je vais me tourner vers mes enfants qui sont assis dans le salon puis qui sont vraiment en train de profiter de petits détails de la vie puis des choses un peu qu'on va juger comme étant banales. Puis là, ça me fait réfléchir puis me dire, OK, comme Yvan, t'exagères, là. Fais juste regarder ce qu'ils font puis regarde comment ils en profitent, là. Ouais. Fait que je pense que c'est deux aspects qui ont changé drastiquement. Euh, Positivement, j'imagine, puis négativement, sinon, ben négativement, c'est pas négatif, c'est juste que là, j'apprends aussi à devoir peut-être apprendre avec les enfants que, bon, mon stress de travail, mon stress du quotidien, eux, ils ne comprennent pas forcément. Comme, c'est vraiment, c'est une réalité que sont comme, je vois pas pourquoi tu es stressé pour te rendre au travail, là. Il n'y a pas besoin d'avoir du stress. Fait que ça résume pas mal, là. Ça se résume à ça, mettons, là. Ouais. Ouais, les enfants, ils ont cette capacité-là de nous déstresser dans certains moments clés de notre vie. Oui. Ouais. Là, quels seraient les deux défis que tu as en tant que père? Les défis, je pense que c'est d'être capable ben, c'est sûr que de gérer une compagnie comme je fais, puis d'être capable de faire la coupure entre cette, mettons, facette de ma vie et la facette familiale que je réalise par moment que, tu sais, je la délaisse un peu pour avancer professionnellement. Fait que je pense que c'est un challenge, puis et moi et ma femme, on le vit, là. C'est pas quelque chose que je vis seul, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas tout à fait encore appris. Tu sais, je pense que le cliché, la conciliation famille-travail est quand même quelque chose, un sujet très, très présent, selon moi, pour toutes les familles. Mais de mon côté, ce que j'ai appris, c'est que, bon, de travailler peut-être à mon compte, euh, d'un côté, c'est bénéfique parce que j'ai plus de temps, en fait, pour m'occuper des enfants le matin. J'ai la possibilité d'aller les chercher tous les soirs. Fait que je ne mets pas ce stress-là sur ma femme, mettons. Euh, mais en même temps, tu sais, comme de savoir que c'est moi qui s'occupe de ça, ça m'empêche peut-être de mettre de l'effort dans le travail. Fait que je pense que c'est une question d'équilibre, c'est une question de savoir gérer cet équilibre-là. Fait que ça, c'est un défi. Euh, le deuxième défi, je pense que c'est les fins de semaine, là. Je le dis très ouvertement que moi, dans le passé, le vendredi soir, ben, comme c'est soit que je jouais au foot, soit que je sortais, fait que le samedi matin, c'était brutal.
Aujourd'hui, j'ai appris, j'ai dû apprendre difficilement par moment, mais aujourd'hui, j'apprends que bon, vendredi soir, je prends ça relax parce que le samedi, les enfants sont ready to go, puis c'est ça. Puis moi, je me rappelle que le samedi matin, je me levais vraiment de bonne heure pour aller écouter la Premier League à télé. Souvent, je me réveillais un peu hangover. Fait que j'allais me coucher sur le sofa. J'allais me coucher sur le sofa, puis j'allumais la télé, puis je regardais un peu les matchs en dormant. Euh, Aujourd'hui, impossible. Aujourd'hui, si j'ose allumer la télé pour écouter le foot, je me le fais dire par mes enfants. Fait que c'est souvent comme, bon, on écoute les cartoons puis les émissions qu'eux veulent, puis moi, je vais écouter peut-être un match sur mon téléphone, puis encore là. Mais ça, c'est un autre défi que j'ai que j'essaie de maîtriser encore, c'est que la fin de semaine, c'est quand même... il faut que je la consacre, je te dirais, 90% aux enfants. Là. C'est là qu'on a le fun aussi, qu'on a du fun aussi. Mais... Nice. Ouais. Ouais, c'est vrai que il y a certaines habitudes qu'on avait avant d'être parents que ça change brutalement là, une fois Ouais. qu'on devient père. Puis c'est drôle parce que souvent, on va s'asseoir, ma femme et moi, puis on va se dire qu'est-ce qu'on faisait avant d'avoir des enfants la fin de semaine? Tu sais, comme, il me semble qu'on avait tellement de temps, puis on en faisait très peu. Là. Fait que je pense qu'on se levait, évidemment, on se levait plus tard. Deuxièmement, on décidait si on allait manger au resto, si on allait bruncher, si on allait se promener. Aujourd'hui, je pense que c'est drôle parce que ma fille, la semaine, c'est un peu difficile de la réveiller, mais le samedi matin, elle se réveille par elle-même à 6h05, puis elle vient être en pleine forme. Là. Elle est Fait prête. que c'est ça, elle est prête elle est prête à tout donner pendant la fin de semaine. Fait que ça, je pense que c'est tellement. Des fois, je veux dire, je ne le dis pas aux non-parents, mais comme la fin de semaine, quand tu n'as pas d'enfant, c'est wow. Comme c'est une autre dimension, on va dire. Ouais, ouais, Ouais. exact. Là, si tu avais deux valeurs que tu dis, ah, ça, c'est clair que ça va être un leg de valeurs pour mes enfants, ce serait quoi? Euh, boy, ça c'est de la pression pour moi. Mais non, je pense que moi, une des valeurs que je veux transmettre, c'est peut-être aussi le fait que euh, on peut l'appeler le travail. Là. Je pense que c'est plus une valeur de persévérance puis de travail, puis de montrer que oui, tu vas avoir, oui, tu penses que tu vas te rendre, mettons, tu as un objectif en tête qui va te mener au point A ou au point final, mais pour aller au point A, il va falloir que tu fasses comme 12 choses, puis peut-être il va y avoir 6 échecs, puis il ne faut vraiment pas que tu arrêtes dans ton cheminement. Mhm. Puis je pense aussi que ce que je veux leur montrer, c'est que, encore une fois, ma femme et moi, on a des parcours qui ont commencé comme de façon similaire, où est-ce qu'on est allé, tu sais, on s'est rencontrés à l'université. Fait que je pense qu'on avait des parcours qui se ressemblaient. On a tous les deux étudié en affaires. Elle a poursuivi, mettons, du côté, bon, dans une entreprise. J'ai fait de la même chose, mais à un moment donné, moi, j'ai réalisé que c'était pas pour moi. Fait que tu vois qu'il y a des parcours différents, mais au final, euh, il reste que c'est des histoires qui sont tout aussi importantes l'une versus l'autre. Euh, Fait que je pense que ça, c'est une des valeurs. La deuxième valeur, écoute, c'est une bonne, j'essaie d'y penser, là, mais ça serait plus une valeur d'être, ça c'est cliché, là, mais même moi, j'essaie de l'apprendre, mais d'être capable d'apprécier justement les petits détails, les petits moments, le moment présent, puis dans un sens de rien prendre pour acquis, parce qu'on ne sait jamais. Mais moi, c'est encore comme à mon âge, à 36 ans, j'essaie toujours d'apprendre à vivre le moment présent. Puis ça, en toute franchise, c'est une valeur que peut-être euh, que ce serait ma femme qui serait capable de nous transmettre et de m'aider là-dedans. Parce que moi, ce que je réalise, c'est souvent, je suis dans le day-to-day, j'essaie de penser à plein d'affaires, mais en réalité, il y a des petites choses dans la journée qui font en sorte qui rendent la journée super agréable. Fait que j'aimerais ça que ce soit une valeur qui leur soit inculquée. Je pense que c'est quelque chose qui, que oui, quand tu es jeune, c'est facile c'est facile à en profiter, mais plus tu vieillis, plus les responsabilités s'ajoutent, plus on va dire la routine de vie embarque. C'est difficile d'apprécier ces moments-là. Fait que j'aimerais ça qu'ils soient capables d'avoir cette capacité de vivre dans le présent puis de l'apprécier aussi. Là. Mhm. Ouais. Ouais, Ce qui n'est pas difficile, pas facile parce que j'apprends encore. Là, ouais. j'aimerais ça un jour dire que je vis tous les jours au présent, mais c'est un challenge en soi. Ouais, ben, je pense que ça devient difficile en étant adulte. Oui, Mais oui.
en étant enfant, les autres, ils vivent dans le présent à tous les jours. C'est ça, c'est d'être capable de continuer là-dedans. Puis, tu Ouais. sais, c'est méchant à dire peut-être pour le travail, mais là, j'ai pas je suis pas médecin, je suis pas ambulancier, fait que j'ai pas de situation d'urgence au travail. Tu sais, comme, c'est des situations qui sont peut-être stressantes, mais rien qui est urgent en soi, là. Je veux dire, c'est mon travail, puis regarde, tu sais, comme, j'ai choisi ce travail-là aussi, mais j'ai pas de situation de vie ou de mort à Mm. gérer, j'ai pas de situation ultra dangereuse et à risque, là. C'est vraiment c'est de la production de contenu et du divertissement dans un sens, là. Mais Ouais. des fois, quand tu es dedans, tu penses toujours que c'est comme, oh my God, c'est la chose la plus importante au monde, Mhm. alors que non, là, ça l'est vraiment pas, là. Nice. Moi, en tout cas, j'ai fait, c'est sûr, quelques recherches sur toi. Ouais. J'ai ton parcours bien en tête. Et est-ce que moi, je voulais que les gens apporter de l'avant pour que les gens prennent conscience, c'est que toi, tu as bâti ta business, right? Oui, oui. Donc là, Dans le fond, j'ai, parle-moi un peu de Collective Pace. ouais, fait que c'est ça. Collective Pace, c'est un projet qui a vu le jour suite à on va dire, suite à mes années d'expérience dans le milieu sportif. Fait que c'est sûr que moi, comme je disais, j'ai commencé dans le milieu corporatif. Puis à un moment donné, en 2010, qui était à l'aube de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, euh, je m'étais un peu lancé dans un blog pour le plaisir. Puis ben, le plaisir est devenu quelque chose que j'étais comme, hey, c'est vraiment le fun, ça, c'est vraiment quelque chose euh, que je peux faire grandir. Fait que c'est sûr que ça a commencé avec ça, puis avec le temps, bon, ça m'a amené à travailler avec l'Impact, puis ensuite chez RDS. Puis Collective Pace, c'est un peu on va dire un amalgame ou une accumulation de cette expérience-là que j'ai acquise au cours des années. C'est une agence numérique, strictement, là, strictement numérique, qui se concentre beaucoup dans le sport, dans tout ce qui gravite autour du sport aussi, fait que le lifestyle, la mode et tout. Initialement, je pense que j'avais vraiment l'intention d'être purement foot, mais je réalise aussi que bon, pour avancer, il va falloir que tu prennes des contrats dans différents domaines. Euh, Ce que j'ai fait depuis 2016, fait que c'est vraiment on va dire dans ce créneau-là que je me spécialise. En termes de services, ça part de services de gestion des comptes médias sociaux à de la production de contenu pour divers clients. On offre aussi la stratégie numérique si les clients comme décident de commencer une marque ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment on va dire dans cette sphère-là que je travaille. Cool. Puis là, tu dis que, donc là, tu avais une spécialisation qui était sur le foot, mais là, tu es ouvert à plusieurs types de business, Ouais, plusieurs fait que dans types le de fond, marques. ouais, ce que je réalise, c'est que bon, dans le foot, il y avait évidemment, en étant à Montréal, je pense que les opportunités, il y a maintenant 4 ans, étaient moins grandes qu'elles le sont aujourd'hui. Fait que, tu sais, j'ai dû quand même travailler avec quelques clients, mais en même temps, je réalisais que bon, j'allais pas avoir 30 clients strictement foot dans la première année et dans les années qui ont suivi, en fait. Fait que après ça, tu sais, je pense que j'ai un peu ouvert mes horizons. J'ai travaillé justement avec des marques reliées dans le sport, mais avec des marques de vêtements, avec des boutiques locales, avec des restaurants. Puis je pense qu'au final, la stratégie reste la même. Je pense que le fait de bâtir, mettons, une stratégie de contenu médias sociaux va rester la même. Après ça, c'est de savoir un peu, bon, à qui on s'adresse, comment on s'adresse, sur quelle plateforme on travaille. Euh, mais si un apprentissage pour moi, c'est de réaliser que, bon, le but final de devenir producteur de contenu foot est pas terminé. Je pense que là, avec l'expérience, avec justement les différentes sphères et industries dans lesquelles j'ai pu travailler, je réalise que bon, j'ai acquis peut-être, on va dire comment je dirais ça, quelques expériences intéressantes que je pourrais appliquer au foot. Puis c'est là que je suis rendu justement en 2020. Je me suis donné comme objectif de faire encore plus de production strictement de contenu foot. Puis je te dirais mettons, avec tout ce que j'ai bâti dans les 3, 4 dernières années, je suis en bonne position pour le faire d'ici la fin de l'année, là. Ah, wow. Félicitations. Merci. Puis, puis par rapport à ça, je veux dire, en lien avec ça, je pense que tu nourris aussi ta propre marque personnelle, ton Oui, branding à toi. ouais, fait que dans le fond, ça, dans un sens, la victoire, c'est peut-être ma version plus personnelle de comment je vois le foot.
Puis c'est ça que j'utilise justement pour pousser la production de contenu foot. J'ai réalisé qu'avec le temps, bon, j'avais une vision, un intérêt spécifique au foot qui n'était pas nécessairement relié on va dire, aux performances puis aux résultats de joueurs. Je pense que c'était plus relié à l'émotion ou en fait aux émotions que tu as soit quand tu joues au foot, quand tu regardes un match de foot ou quand tu vas voir un match de foot dans un stade. C'est là que je voulais, c'était quelque chose quand même un peu plus intangible. Mais ce que je réalise, c'est que justement, quand je vais à des événements puis quand je vais à des matchs de foot, je suis capable d'utiliser cette vision-là pour soit produire du contenu ou soit avoir quelques idées de contenu pour la suite. Fait que c'est plus ça. Puis je trouve aussi que, bon, moi, je veux dire, je prétendrai jamais être quelqu'un qui connaît vraiment les nuances de formation puis les schémas tactiques de ci puis ça. Je suis capable de les comprendre si on me les montre, mais je ne serai jamais la personne qui va vous expliquer pourquoi telle formation est meilleure que telle formation puis pourquoi, par exemple, Thierry Henry a préconisé cette formation-là au lieu d'une autre. Mais je peux vous dire que, mettons par exemple le match au Costa Rica, ben moi, j'ai été le regarder au Burgundy Lion, puis l'énergie, puis l'émotion que j'ai vécue, c'est quelque chose que je peux transmettre. Puis ça, je pense que c'est peut-être plus contagieux ou peut-être plus intéressant pour un fan qui soit est déjà intéressé par le soccer ou s'intéresse tranquillement au sport. Là. C'est le fun ça parce que je pense que ça fait partie de la culture de Montréal. On n'est pas des tacticiens du foot. Mais on a l'amour du foot, on a ben justement, on le vit maintenant avec la Ligue des Champions, on a cet héritage-là, puis cet héritage-là, c'est transmis c'est l'émotion qui la transmet à travers les années, puis à travers le temps. 100%. Puis je pense que oui, il y a on va dire le niveau émotif par rapport au sport, mais il y a une autre facette souvent que je trouve je pense pas qu'on la sous-estime, c'est juste qu'on n'y pense pas nécessairement, mais c'est toutes les relations puis les amitiés que tu développes à cause de ce sport-là. Fait que c'est non seulement, tu sais, oui, tu es allé voir un match, mais en même temps, tu es allé voir un match avec des amis. Tu es allé voir un match, puis à côté de toi, il y avait quelqu'un avec qui tu as discuté, puis avec qui vous avez partagé un moment. Encore une fois, pour revenir au match aller, ça a pris ça impact. Ben, à côté de moi, il y avait du monde qui parlait de foot, puis je pense que pendant le match, on ne s'est pas parlé. Mais quand il y a eu les 2 buts, je veux dire, moi, à la blague, j'ai vécu tellement une émotion forte que j'ai juste serré le gars à côté de moi dans mes bras, puis j'étais comme, je sais pas que t'es qui, mais je pense qu'on partage un moment présentement, puis c'est intense. C'est ce moment-là que je vais me rappeler. Après ça, tu vas me parler du but. Je pense que le but, je l'ai déjà oublié, là, tu sais, comme... C'est ça qui est la beauté un peu de ces moments foot-là. Puis c'est ça qu'il faut, qu'en fait, que moi, je veux pousser davantage. Fait que la culture foot, pour moi, c'est vraiment de dire, oui, tu sais, oui, il y a la mode, il y a le mode de vie, les connaissances techniques, les connaissances de joueurs et d'équipes qui sont importantes. Mais au-delà de ça, je pense que c'est les relations, les amitiés et les émotions que tu as en raison de ce sport-là. Maintenant, si on fait le lien avec l'aspect paternité. Oh, OK. OK, donc il y a ta passion pour le foot et le fait que tu sois père. Ouais. Comment les deux interagissent ensemble? Comment... Ben, j'ai la chance, on va dire j'ai la chance. J'ai la chance d'avoir une femme qui comprend ma réalité professionnelle aussi. Ou est-ce que, bon, j'ai été capable d'inclure une partie passion à ma profession, ce qui n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Fait que c'est sûr que, bon, le foot, c'est en soirée puis c'est en fin de semaine. Fait que c'est sûr que de gérer tout ça, c'est quand même un beau challenge pour la famille en soi. Mais jusqu'à date, je pense que ça va bien. Tu sais, je pense que c'est quelque chose que ma femme comprend, c'est quelque chose que j'ai été capable de maîtriser avec le temps aussi. Évidemment, je ne vais pas à tous les matchs à tous les jours, puis je regarde pas tous les matchs à la télé. Mais si c'est quelque chose en lien avec la paternité, c'est bien ça. Sinon, l'autre, ben, je pense qu'il y a une partie de moi, évidemment, qui aimerait que mes enfants jouent au foot. Ça, je ne le cacherai pas. C'est sûr que c'est quelque chose que que j'aimerais les voir faire, mais en même temps, je ne veux pas être le genre de père qui est comme trop intense, puis dès qu'ils ont eu l'âge de marcher, je leur ai donné un ballon. C'est pas vrai. Je regarde, tu sais, comme je pense qu'eux, encore une fois, prennent plaisir au fait de jouer, puis au fait de taper le ballon, puis il n'y a pas de règles, il n'y a pas de
de structure. Je pense qu'ils aiment ça présentement. Après ça risque d'être différent au moment où est-ce qu'ils vont s'inscrire on va dire dans une ligue ou dans une équipe. Ça va être un challenge et pour eux et aussi pour moi pour savoir à quel point je m'implique ou à quel point je me retire puis je les laisse apprécier le sport pour qu'est-ce qu'il est, là. Ce qui est écoute, moi, je sais même pas comment l'aborder encore. Je le vois avec des amis qui sont un peu plus âgés, qui ont des enfants plus vieux. Puis en fait, c'est tout un challenge. Mais est-ce que tes enfants, est-ce que tu regardes des matchs avec eux? Est-ce Oui. qu'ils... Ouais, tu sais, comme je pense que j'essaie, en fait, je regarde. J'essaie de regarder des matchs avec eux. Regarder un match de foot, c'est long. Ouais. Comme écoute, même pour un adulte, des fois, je regarde ça, puis je suis comme, si le match est quand même ennuyeux, à un moment donné, tu fais juste le laisser rouler, puis tu fais autre chose, ou tu le regardes, mais en même temps, tu es sur ton téléphone, tu sais, tu fais plein de choses. Fait que pour un enfant mes enfants ont 3 et 5 ans, là, fait que de leur dire de regarder un match du début jusqu'à la fin, je pense que c'est un défi pour moi parce qu'il faut que je les garde comme engaged avec le match. Je leur Ouais. explique des trucs. Je leur dis, bon, on va supporter cette équipe-là aujourd'hui. Quelle équipe tu veux supporter? Je leur explique, mettons, bon, ben, le gars au milieu, c'est l'arbitre. Le gars qui a le chandail différent, c'est le gardien de but. Mais après, honnêtement, après 5-6 minutes, on a fait le tour assez rapidement, là. Ouais. Je les impose pas, je ne veux pas les imposer de regarder 90 minutes de foot. Je pense que ça va venir avec le temps. Puis même moi, je me rappelle, j'ai écouté du foot en toute franchise, regarder un match complet, je ne l'ai pas fait avant l'âge de peut-être 9-10 ans. Là. Ouais. Parce que j'avais, tu sais, comme la capacité pour comprendre qu'est-ce qui se passait, puis aussi comme être peut-être plus investi émotionnellement dans un match. Là. Ouais. C'est vrai, à l'âge où ils sont rendus, mais t'es proche là, pour ton enfant qui a 5 ans, là, ça Ouais, s'en vient. Ça s'en vient. ouais, c'est ça. Ça s'en vient parce que justement, il y avait si on va au parc, on amène le ballon, elle va jouer. Elle va adorer ça, elle va kicker le ballon, elle va vouloir faire des passes. Fait que je pense qu'elle a la capacité pour être capable de jouer quand même beaucoup de temps avec un ballon. Récemment, même, on est allé dans un genre de five, soccer 5, pour aller jouer, puis elle a trippé. C'est là qu'elle a vraiment fait comme, hey, c'est vraiment nice le soccer. Parce qu'elle a vu qu'il y avait plein d'autres enfants. Il y avait un genre d'entraîneur qui essayait un de mes amis, en fait, qui essayait d'expliquer des exercices qui étaient simples. Mais je voyais qu'elle écoutait, je voyais qu'elle était super attentive, je voyais qu'elle comprenait, on va dire, les principes que l'entraîneur essayait de transmettre. Mais ça, c'était le fun. Après ça, quand elle est revenue, elle a trippé parce qu'elle a dit c'était tellement cool le fun, c'était tellement cool le foot. Il y avait plein d'amis. Fait que, elle interagissait avec ces gens-là. Je pense que c'est la partie qui est vraiment cool. Après ça, de regarder le foot, comme tu dis, je pense que ça va venir avec le temps, mais on se rapproche. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça va venir, ça va venir. De toute façon, avec un père aussi passionné que toi, c'est... Ben, c'est ça, tu sais, c'est un challenge parce que je suis quelqu'un de passionné, mais en même temps, j'aimerais ça qu'ils aient leur propre passion. Je veux pas comme être le gars qui fait comme hey, vous allez être Ouais. des gens de foot. Je pense que, comme moi avec mon père, je pense que mon père, comme il a inculqué ses valeurs de foot à travers moi, puis on les a prises, puis on les a amenées à. Hmm. Mettons, on a mis notre propre sauce avec. Mais pour mes enfants, c'est sûr que s'ils voient un père qui travaille dans le foot, qui va travailler, qui va jouer au foot, qui parle que 100% de ses amis, c'est des amis de foot, ben, à un moment donné, ils vont peut-être comme dire, ah, ben, on va essayer ça. Puis, je veux dire, si ça fonctionne, tant mieux. Puis, si ça fonctionne pas, ben, ils vont avoir d'autres passions. Puis, j'ai aucun problème avec ça, là. Ouais. Ça me fait un petit pincement au cœur, mais Ouais, juste un petit, juste un juste un petit. petit pincement, mais ça va aller. Je vais m'en remettre. Là, j'aimerais que tu me parles de Ringleaders. Hey boy! J'ai vu ça passer, je vois ça passer sur tes réseaux, puis je me pose la question, où est-ce que c'est parti? Mais ça a l'air d'être quelque chose qui est un peu international. Je sais pas, Oh, comme... je pense que, ben écoute, moi, Ringleader, c'est un projet qui a été lancé par Angelo, qui est copropriétaire de la boutique Off the Hook, il y a maintenant, j'aimerais dire 15 années. Euh, puis moi, j'ai embarqué, en fait, c'est en 2010 que j'ai commencé. On se connaissait un peu.
on s'était connus un peu l'année précédente. On avait joué dans une ligue ensemble. Puis, à un moment donné, il m'a dit hey, ça te tente-tu de venir jouer avec nous autres? Puis, puis en gros, Ring Leader, c'est quelque chose qui me parle qui me parle énormément aujourd'hui, mais qu'au début, ça a piqué ma curiosité parce que c'était une façon de voir le foot qui ressemblait un peu à la mienne, mais avec une touche énormément plus créative que moi. Je pense que c'était un peu l'essence du projet quand il a commencé. Puis avec le temps, c'est devenu une marque, c'est devenu on va dire une marque d'événements. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont déclinées par rapport à ça. Mais en gros, Ring Leader, c'est une équipe de foot avec des gens de différents niveaux de connaissance du foot ou d'intérêt au foot, mais qu'au final, ils partagent tous un intérêt pour le sport. C'est beaucoup issu du milieu créatif, fait que ça va être beaucoup de gens, soit des réalisateurs, des designers graphiques, des gens dans la mode, des gens qui sont un peu freelancers comme moi je le suis. Puis au début, je pense que c'était plus comme, je ne veux pas dire le mot hipster, là, mais c'était ça. Mais avec le temps, ce qui est arrivé, c'est que le cercle a grandi, puis c'est vraiment du monde issu de on va dire, plein d'industries, de domaines différents qui ont des différents, on va dire, des niveaux de créativité assez intéressants pour faire un ensemble qui est assez fort. Puis quand tu parles d'international, c'est cool que tu dis ça. Je pense que c'est un peu ça que les gens perçoivent aussi. Mais en même temps, on est de Montréal, c'est tous des gens qui sont de Montréal. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'équipe de Montréal qui ont été appelés à travailler ailleurs. Fait qu'on a beaucoup d'amis maintenant qui sont rendus à Portland, en Oregon. Ouais, c'est l'Oregon, Portland? Ouais, Portland, Ouais. Oregon, New York, Californie, Londres, Paris. Fait que c'est rendu vraiment élargi. Puis il y a aussi le facteur aussi qu'il y a d'autres équipes comme Rangers qui existent dans les autres grandes villes. Fait que si on regarde à New York, il y a Chinatown. Si on regarde à Londres, en Angleterre, il y a Soho Warriors. Fait que c'est tout un peu des équipes qui se ressemblent dans leur, on va dire, dans leur créativité puis dans leur façon créative de voir le foot. Puis c'est là qu'on s'entend. Fait que c'est là, des fois, on va faire des tournois entre nous. Puis c'est là que ça devient le fun parce que tu agrandis un peu ton cercle d'amis avec ça. Ça doit être quelque chose de faire un match de foot avec des gens aussi créatifs. Ouais, puis au final, le foot, il reste le même. Tu sais, comme je pense que le facteur compétition, il est là aussi parce on a joué un tournoi justement au mois de septembre dernier, en 2019. Puis tu voyais que c'était relevé. Là. Les gens ont joué sérieusement, puis il y avait un trophée à la fin. Fait que ça, c'est le fun. Mais après ça, comme ça reste que c'est tous des gens qui partagent un peu des intérêts créatifs qui se ressemblent. Fait que, il va y avoir des photographes qui vont se parler entre eux, il va y avoir des gens qui essaient un peu, dans un sens, faire du réseautage pour bâtir des projets. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis c'est ça, dans un sens, qui élève un peu peut-être la culture foot globale avec ces genres de gens créatifs-là qui se mettent ensemble pour faire des projets super cool, qu'à la fin, tout le monde a du plaisir, et sur le terrain et en dehors du terrain. Là. Ouais. Puis c'est ça. Puis en tout cas, moi je pensais que c'était quelque chose de plus international parce que tu sais, je vois des tournois comme le Frostbite Challenge, genre, Oui, le Frostbite Cup. Oui, ça, Frostbite ben, Cup. c'est rendu international, ça, parce qu'on est allé en Islande l'année dernière. Mm. Originalement, le Frostbite Cup se joue à Montréal, se jouait à Montréal à toutes les années, pardon. Puis on jouait dans la neige une journée, c'était comme on se rencontrait, on allait jouer pendant 2 heures. Après ça, on sortait le soir, puis on avait du gros fun. Ce qui est arrivé, c'est que l'année dernière, on a décidé de l'amener en Islande. Bizarrement, en Islande, il n'y avait pas autant de neige qu'à Montréal, mais on a quand même eu du plaisir. Puis cette année, en fait, on est quoi? On est mardi aujourd'hui, donc jeudi, on part pour Halifax pour la Frostbite Cup 2020. Ah, cool. Fait que là, on va être une vingtaine cette fois-ci à voyager. Fait qu'on fait, c'est plus comme, honnêtement, c'est un voyage de foot. Puis souvent, ce que je dis avec les autres personnes dans l'équipe, c'est comme quand tu étais jeune, tu allais jouer dans un tournoi de foot. Là. Tu faisais un road trip, t'étais dans l'hôtel, tu jouais dans les couloirs. C'est un peu le même principe, sauf que là, on joue entre nous autres. Puis ça reste que c'est le fun. Puis après ça, ben, regarde, comme je dis, c'est des amis que je connais depuis maintenant 10 ans. Fait que c'est pas stressant de voyager avec eux autres, c'est vraiment relax. Mm. C'est des amis avec qui tu peux même reconnecter parce que, bon, avec
on va dire, la routine et de travail et la routine familiale, j'ai pas toujours l'occasion de prendre des nouvelles de toutes ces personnes-là. On se voit pour le foot, on jase un peu, mais là, d'être vraiment dans un autre endroit pendant 3 à 4 jours, ça va faire du bien pour tout le monde, je pense. Ouais. Ouais. Moi, je l'ai vécu, ce genre de voyage de foot-là. Je suis allé à Bologne cette année Oui, ben oui. avec les 1642. Puis c'est ça, là, ça a été de vivre cette expérience-là avec des gens, tu sais, que je vois une fois de temps en temps au match de l'Impact. Ouais. Mais là, c'était 10 jours intenses avec eux autres. Aller voir un match de foot en Italie, à Bologne, c'était quelque chose, là. Puis justement, par rapport à ça, comment est-ce que tu l'as. Tu sais, ça t'a pris beaucoup de temps de planifier ça ou c'est quelque chose que vous avez fait sur un coup de tête? En fait, c'est le capot des 1642, c'est lui Ouais. qui a tout organisé. Anthony Lizzy, Wow, OK. c'est lui qui a tout organisé. Nous, dans le fond, on faisait juste que cracher le cash, puis lui, il avait tout organisé. Oh On my est God. allé. Ah ouais, comme moi, je l'ai remercié plein de fois au courant du voyage, là, parce que non seulement c'était notre interprète, Ouais. parce que, tu sais, lui, Tu il est t'en pêches fluent. jamais? Puis, il nous a fait un planning d'enfer, là. Tu sais, c'était vraiment le fun. J'ai vraiment apprécié mon expérience. Puis, ben, je veux pas faire une entrevue avec toi, mais tu sais, dans le sens que quand tu es revenu de là, les amitiés que tu avais bâties avec ça, elles sont rendues encore plus fortes aujourd'hui. Puis je pense que le prochain match que Ouais. tu vas aller voir, ça va être encore fois 1000. Exactement, exactement. Puis, tu sais, la prochaine fois qu'il va y avoir un voyage à Bologne, je vais probablement lever ma main. Là, ma blonde n'est pas venue cette fois-ci, mais la prochaine fois, Ah, c'est possible ça. qu'elle vienne, elle voulait venir. Cool. C'est très cool. Ouais. Fait que, tu sais, je vois le même type de lien entre ton Frostbite, Hmm. ton Frostbite Cup. Euh, Ouais, les liens qui se sont créés là, c'est des liens qui vont rester puis qui vont pouvoir se reformer s'il y a une autre absolument. expérience à vivre. Puis si je peux me permettre, il y a aussi une autre facette que j'ai un peu, pas j'ai mis de côté, mais c'est toujours là, mais c'est ces genres d'activités-là. Puis oui, il y a le foot, mais c'est genre de justement d'aller voir des matchs avec des amis, de faire des voyages comme ça. Bon, oui, ça prend une certaine logistique, ça prend une planification et avec le groupe et avec ta famille. Mais, euh, mais pour moi, je trouve que c'est une façon aussi de rester jeune puis de rester vraiment dans le cœur de la culture foot. Tu sais, comme je pense que ce mot-là est un peu garoché à droite puis à gauche, mais tu peux pas parler de culture foot si t'es pas impliqué, si t'es pas day in, day out dans ces affaires-là. Tu sais, t'es allé à Ouais. Bologne, t'as baigné dans la culture foot euh, italienne. T'étais Ouais. là pendant 10 jours avec des amis à voir, à vivre tous ces moments-là. Fait que c'est ça qui te permet d'être vraiment, de comprendre la culture. Puis après ça, Ouais. tu peux ramener des éléments, tu peux t'inspirer d'éléments que tu as vus, puis l'appliquer ici, puis c'est ça qui est cool. Fait que ça, Ouais. c'est quelque chose comme. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent des fois. Je pense qu'on. C'est trop facile d'être dans des bureaux, puis de parler de culture foot, puis de dire qu'il faut faire quelque chose pour la culture foot, mais si t'es pas, si t'es pas deep dans la culture foot, si t'es pas Ouais. impliqué dans des activités, des voyages comme ça, des déplacements, puis des trucs comme ça, je pense que tu vas jamais comprendre. Ah ouais. Ouais. Puis il y a aussi Toronto l'année passée, la finale de la coupe de la finale de la coupe des voyageurs. Ça aussi, Oh, ouais. ça a été une Oh, expérience. oh, oh. Je sais pas comment. Le match à la télé, j'étais pas bien, là. Ça, c'est le genre de match où t'es content de gagner, évidemment, mais Euh, on ah, parlait d'émotions tantôt, là, puis t'es tout croche, là. T'es pas bien du tout. ouais. Ah ouais. Parce que tu sais C'est que si tu perds, genre, tu vas être vraiment comme en beau fusil. ah ouais. Euh, Ouais, alors que, bon. puis tu sais, il y avait cet aspect-là, mais il y avait l'aspect que en dedans de toi, en dedans de moi, en tout cas, moi, j'avais un petit quelque chose qui me disait qu'on allait gagner, là. Il y avait trop de, Oh, ouais. mais Mais pendant le match, je voulais mourir pendant le match. c'est toujours ça. Mais ça, écoute, ça, c'est une théorie que j'ai, mais je ne veux pas la partager parce que j'aurais l'air d'un fou.
Mais tu sais, quand tu as un gut feeling qu'ils vont gagner, là, comme tu sais que tu as une influence dans le match. Là. Moi, je me réveille des fois. C'est vrai, là, tu te réveilles là, un match, là, tu es comme ah man, tu sais, j'ai comme un mauvais feeling ou il y a quelque chose qui ne va pas dans ta journée. Tu sais que ça va pas bien aller. Mais quand tu t'en vas justement en déplacement ou même un match, tu es comme man, les gens, ils nous hate, les gens, ils hate sur l'impact, c'est sûr qu'on va gagner. C'est sûr. Puis, moi, je trouve toujours que je suis comme. Moi, là, quand je regarde un match, on dirait que dans ma tête, j'ai comme une influence directe sur le match. Même si En fait, j'aime penser que j'ai une influence directe dans un match, même si je n'ai rien à voir avec aucun des joueurs, aucune des tactiques qui ont été présentées. Mais c'est ça la plus belle chose, puis c'était comme, man, j'ai fait de quoi? J'ai aidé mon équipe. Mais au final, tu es assis sur ton sofa ou tu étais dans les estrades. C'est sûr que, écoute, si tu es dans les estrades et tu encourages l'équipe, je pense que ça a un impact, mauvais jeu de mots, ça a un impact positif sur la tournure du match. Mais j'aime penser que chaque personne a comme avoir un petit quelque chose qui supporte l'équipe. Ouais, ouais. Là, en terminant, je voulais avoir ton opinion sur justement quelque chose dans la culture foot montréalaise qui se passe, c'est l'impact Ouais. montréalais. Oui, ben écoute, l'Impact montréalais, c'est une campagne qui a été issue de l'Impact. Fait qu'en partant, je trouve ça vraiment cool parce que je pense qu'il y a beaucoup. Je pense qu'il y a eu quand même pas une plainte, mais il y a beaucoup de supporters qui se disent bon, ça manque de marketing, l'Impact, ça manque de push marketing, puis d'efforts puis d'investissement dans on va dire, dans ce département-là pour l'Impact. Puis je suis content de voir que le club, avec, mettons, sa nouvelle vision, puis l'arrivée de Kevin Gilmore, a mis de l'importance sur le côté marketing. Ça, c'est une bonne chose. Deuxième bonne chose, je suis biaisé parce que, dans le fond, là, on a fait une entrevue, justement. Moi, j'ai fait une entrevue avec Impact Montréal, avec l'Impact pour faire un des épisodes de l'Impact Montréalais. Fait que j'ai hâte de voir le produit final. Mais en gros, tu sais, cette entrevue-là, je pense qu'il pourrait la faire avec tous les supporters. Il va y avoir des éléments qui vont revenir, c'est sûr, mais au final, puis je le dis, puis je l'ai déjà dit dans le passé, c'est que chaque personne a une histoire personnelle avec l'Impact de Montréal. À toi de la découvrir. Je pense qu'il y a des gens que ça fait très longtemps qui supportent l'Impact, puis ils ont vu les hauts, les bas, puis c'est super bien. Puis il y a des gens qui, il y a 2 ans à peine, ils ne savaient même pas qui était l'Impact, puis ils ne s'intéressaient pas à ça. Mais tu leur parles aujourd'hui, puis c'est comme, ils ne vivent que pour l'Impact. Fait que je pense qu'il y a différentes. Chaque personne a une histoire vraiment, vraiment deep avec l'Impact ou avec des moments clés dans l'histoire de l'Impact, évidemment. C'est une évolution aussi. C'est une évolution. Puis je pense qu'il faut que les gens l'apprécient pour qu'est-ce que c'est aussi. C'est le club local, c'est le club qui a mis. Qui a été chercher des gros noms, c'est le club qui a mis des joueurs locaux pas sur la map, mais qui ont mis des joueurs locaux sur le terrain. C'est un club qui est quand même assez près de sa communauté lorsqu'on y pense vraiment. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose de bien. Puis, tu sais, le mot impact montréalais, aussi facile qu'il soit, tu sais, comme à exprimer, autant je trouve que c'est dans ces idées les plus simples, des fois, qu'on a les meilleurs résultats aussi, là. Puis ça parle. Écoute, j'ai regardé la campagne, puis je pense qu'ils ont même sorti une version espagnole. Ça m'étonnerait pas qu'ils sortent comme pour plusieurs langues et tout. Mais je réalise que cette campagne-là parle à chaque supporter individuellement. Ouais. Parce que là, tu peux dire, moi, mon impact montréalais, c'est quand justement il y a eu Cameron Porter, ou moi, mon impact montréalais, c'est justement quand j'ai été voir la finale de la Coupe Voyageurs l'année dernière. Mais tous ces éléments-là, c'est ça qui fait en sorte que l'impact est selon moi, le club de Montréal. Ça représente super bien la ville. Oui, absolument. Ouais. Absolument. C'est le club qui a le plus de diversité à Montréal. 100%, oui, 100%. Sur le terrain, dans les estrades, name it, c'est super beau à voir. Puis tu sais, c'est un travail aussi. Tu sais, je pense qu'on dit souvent l'impact va passer dans les différentes communautés et tout. Je pense que c'est un travail qui se fait sans arrêt, là. Fait que dans le sens que c'est un processus qui est plus long qu'on le pense. Mais il ne faut pas oublier que ça fait même pas ça fait même pas 30 ans là, que l'impact existe. Là. Fait que dans le schéma du sport, c'est vraiment pas beaucoup. Là. Il y a des équipes que ça fait 100 ans qu'elles existent. Il y a des équipes Exactement. des décennies, puis nous, on est encore assez jeunes. 30 ans, c'est jeune. Moi, j'ai 36. Fait que
Ouais. Je te dire que 30 ans, c'est très jeune. Puis on a vu des gros noms passer, on a vu des gros moments. Il y a eu des grosses équipes qui sont venues à Montréal s'entraîner ou jouer contre l'Impact. Je veux dire, on est en Champions League. C'est beau, là. Fait qu'il faut juste continuer. Oh, ouais. Tu sais, pour avoir visité une équipe qui est là depuis plus de 100 ans, oui. Ça prend de la patience. Ah oui. Ça prend de la patience, mais faut persévérer là-dedans. Tantôt, tu as parlé de persévérance. Faut persévérer dans cet amour-là pour le foot, puis dans cet impact montréalais, justement, il faut persévérer. Oui, c'est comme toute chose. Puis si tu fais un parallèle, mettons, avec les enfants, avec le travail, c'est un processus. Là, tu sais, comme le résultat final, tu ne le vois pas tout de suite. Tu as une vision de ce que tu aimerais voir à la fin. Mais pour te rendre à ce point-là, comme tu vas faire un parcours incroyable de haut et de bas, de misère, de moments d'extrême joie. Mais pour arriver justement à réussir cette vision-là, tu es obligé de passer par ça. Tu ne pourras pas toujours être en train de gagner tous tes matchs, là, puis avoir des succès sans arrêt. Là, comme, il y aura des ups comme Cameron Porter, puis il y aura des downs comme des saisons où est-ce qu'ils ne font pas les séries, où est-ce qu'il va y avoir des joueurs qui quittent, où est-ce qu'il va y avoir des séquences de défaites. Ça va arriver, puis ça va continuer d'arriver. L'important, c'est de garder justement cette mentalité, puis comme tu dis, cette persévérance pour dire, OK, comme we have a vision, we're going there. C'est tout. Là. Absolument. Yvan, merci beaucoup. Sérieusement, ça fut un réel plaisir de t'avoir avec moi. J'ai peut-être une dernière question pour toi. Vas-y. Demain, Montréal. Oh my God! Pourquoi tu commences? Je pensais que tu allais finir avec une question facile. Fait que mercredi soir à Montréal, Stade olympique. Eh boy! On a fait 2-2 à l'aller. Moi, je dis 3-2 Impact de Montréal. Match retour. Match retour. Ouais, 3-2, juste le match retour. Fait qu'au total, 5-4. Eh boy! Ouais, 5-4, ça donne un petit stress. Mais écoute, on prend. On prend la victoire, puis ça va aller. Ouais. Moi, je m'enligne pour la victoire aussi. J'ai pas de score, mais... T'as pas de score? Tu veux pas t'avancer? Je veux pas m'avancer pour le score. Mais écoute, non, si on est encore une fois, si on est tous là, puis on est en forme, puis les gars aussi vont être motivés, on va gagner. Là. Je pense je suis confiant. Puis de ce que j'ai vu, justement, le match aller, j'ai aimé ce que j'ai vu. Tu sais, je trouvais qu'il y avait on parlait de travail, mais je trouvais qu'il y avait genre cette hargne-là qu'on avait vu justement en 2015 en Champions League. Puis c'est ça que j'ai aimé. Après ça, les tactiques, puis tout ça, je m'en fous un peu. Mais j'ai aimé ce genre cette volonté de se battre jusqu'à la ligne début pour bloquer tout. Puis c'est ça que je veux voir. Là. Ouais, je suis complètement d'accord. Fait que ça veut dire que l'épisode va se poursuivre. Va être publié vu que tu as bien répondu à ta question. C'est bon. Merci beaucoup. Merci, Jerry. C'était vraiment cool, man. Ouais, ça fait un plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Bonne journée. Là. Salut. Merci.